Alors, si je pouvais vous répondre, je serais très heureux. Je ne peux pas vous dire. Il est sorti le 1er septembre, donc c'est tout frais. Il sort de presse. Et il y a eu un article dans un journal qui s'appelle Génération, où l'article est plutôt favorable. Après, j'ai pas encore d'écho. J'espère qu'il sera bien reçu. Voilà, je voulais vous parler des directives anticipées, on m'entend ? Donc il y a à peu près 2 ans, j'ai recherché des modèles sur Internet et j'en ai trouvé 2. Un modèle où la formulation était très générale, du style « pas d'acharnement si je suis… » je ne sais plus les termes. Et il y en avait un autre modèle où il y avait toute une liste d'actes que l'on voulait refuser, on devait cocher. Et j'ai trouvé cet autre formulaire peut-être plus complet, mais plus complexe à remplir parce qu'on n'est pas du corps médical. Et quand j'ai présenté mes directives anticipées à mon médecin, il l'a bien accueilli, mais il m'a quand même dit, et ça c'est encore une autre question, mais est-ce que vous accepteriez malgré tout qu'il y ait un traitement qui puisse éventuellement faciliter un éventuel sursaut de la vie? Enfin, c'était un peu compliqué cette histoire. Donc, 2 questions dans une. Directive anticipée généraliste ou très détaillée, et d'autant plus que vous parliez d'Alzheimer. Moi, j'ai pas du tout pensé à ce que vous avez dit sur Alzheimer, pas du tout. Et je ne suis pas sûr que mes directives généralistes prennent en compte ce que vous avez dit, vous. Peut-être les détailler. Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Il ne vous reste plus qu'à acheter mon livre, puisque il y a dedans des directives anticipées. Je vous les lis, si vous voulez bien. Je, sous-signé prénom, nom, date de naissance, déclare dans la présente directive ne vouloir que des soins de confort, notamment un traitement efficace contre la douleur et l'angoisse, et refuse toute mesure. Faut peut-être que je précise quelque chose avant de continuer cette lecture, pour qu'on comprenne bien. Les directives anticipées n'entrent en force qu'au moment où vous n'êtes plus capable de vous exprimer valablement. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, suite à un traumatisme crânien ou à une atteinte de l'encéphale du cerveau. Et donc, tant qu'on peut maintenir un dialogue et dire ce qu'on a envie, ce qu'on veut, voilà, c'est valable. Donc, on n'a pas besoin de directives anticipées. Ces directives anticipées sont là pour le cas où je perdrais ma capacité à m'exprimer valablement, où je perdrais ma capacité de discernement dans le cas d'une maladie d'Alzheimer. Donc, ça, c'est important à comprendre. C'est souvent une atteinte majeure du cerveau, bien évidemment, puisque c'est la tour de contrôle. Donc, je reprends. Déclare dans la présente directive ne vouloir que des soins de confort, notamment un traitement efficace contre la douleur et l'angoisse, et refuse toute mesure qui pourrait prolonger ma vie, y compris l'hydratation, si les conditions suivantes sont remplies malgré les traitements médicaux effectués. 1. Je suis atteint de lésions importantes du cerveau. J'ai perdu toute autonomie et ma dépendance à autrui est totale. Je suis incapable de m'exprimer intelligiblement. Je suis incapable de me nourrir seul. Cet état est déclaré durable et irréversible. Cela est attesté par 2 médecins au moins dans un délai raisonnable après la survenue de l'atteinte. Et je précise pour Alzheimer, si je suis atteint d'une maladie évolutive du cerveau, par exemple, maladie d'Alzheimer ou processus tumoral diffus, je ne souhaite pas être réanimé en cas de perte de conscience, parce qu'on peut avoir une maladie d'Alzheimer plus ou moins déambulée, et puis avoir une perte de conscience pour différents motifs. Je ne souhaite pas être réanimé en cas de perte de conscience, ni nourri si je ne peux plus le faire moi-même. Seul un traitement visant mon confort doit être maintenu. Mon représentant thérapeutique, parce que ça c'est très important dans les directives anticipées, de choisir quelqu'un
qui pourra enregistrer ces directives anticipées et parler à votre place, cas échéant. Mon représentant thérapeutique, nom, prénom, adresse, est chargé de veiller à l'application de ces directives si les conditions subventionnées sont réunies. Voilà, c'est quand même assez simple. Simplement, si je suis arrivé à les écrire ainsi, c'est que j'ai réfléchi longtemps et j'ai écrit ce que je souhaiterais s'il m'arrivait un accident de la route, par exemple, ou quoi que ce soit, et que je sois dans un état végétatif ou aussi relationnel ou dans un locked-in syndrome, comme disent les Anglais. Je ne souhaite pas personnellement être artificiellement maintenu en vie pour une vie qui n'en est pas une en réalité. Oui, je voudrais d'abord apporter un témoignage et à propos de ce témoignage. Ça vient. Allez-y. Allez. Voilà, je voudrais d'abord apporter un témoignage et à propos de ce témoignage, vous exprimer certaines réflexions. J'ai un ami, ça remonte à pas très longtemps, ça remonte à environ il y a 1 an, qui avait dans les 84-85 ans, qui souffrait depuis l'âge de 60 ans de rhumatisme grave, déformant, ce qu'on appelle une polyarthrite chronique évolutive, qui malgré ses souffrances, qui n'étaient pas complètement soulagées, loin de là, par les traitements actuels, a accepté de vivre pendant pas mal d'années, qui à un moment donné, chez lui est apparue une surdité croissante qui l'empêchait de communiquer avec ses proches, et il est devenu complètement impotent. Sa femme assumait une charge lourde pour pouvoir s'occuper de lui. Pour lui, c'était très difficile à accepter. Il a décidé de faire appel au suicide assisté. Il est allé voir cette Madame Tracy dont je vais vous parler. Et j'étais un ami très proche de lui. Et j'ai assisté à la fois à ses dernières semaines de vie et au suicide assisté. Il m'a demandé de venir si j'étais d'accord. Pour moi, j'avais d'ailleurs beaucoup d'appréhension à y aller, c'est une épreuve. Alors d'abord, pendant les 2 semaines, d'abord, il a fixé lui-même la date. Entre-temps, auparavant, cette dame est venue à son domicile, il ne pouvait pas se déplacer pour lui demander ses motivations et si vraiment il était. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant les 2 semaines qui ont précédé son décès, il a reçu ses enfants, ses petits-enfants, et moi, son ami. Et peu de temps avant la date, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il a dit que c'était 15 jours formidables, parce que j'ai pu vraiment avoir une relation vraie avec tous mes proches. Il y a un tas de choses qui n'avaient pu être dites ont pu être dites. Et je lui ai dit, mais c'est tellement formidable, tu tiens toujours à mourir. Il m'a dit oui, je tiens toujours. Donc je l'ai accompagné. Ça se passait donc dans une sorte de petit appartement, une petite maison. On lui a demandé de remplir certains papiers. On lui a demandé, enfin cette dame lui a demandé s'il avait toujours vraiment l'intention de faire appel à son aide. Ensuite, il s'est allongé sur le lit. Il était serein, vraiment serein. Et quand on dit que c'est... Moi, je n'ai aucun intérêt à défendre ce point de vue. Je suis neutre. Mais je peux dire que c'est vraiment... Il y avait une ambiance très sereine. Et cette dame, même s'il en fait un gagne-pain peut-être scandaleux, je peux dire qu'elle fait très bien son travail, même si le prix qu'elle demande est excessif. Ça s'est vraiment passé dans une ambiance très détendue, très sereine. La famille autour de lui l'entourait et il se sentait bien. Et il est mort avec le sourire. Et au moment où a eu le poison, comme vous dites, dans la perfusion, il pouvait décider d'ouvrir le robinet ou pas.
il a cru que c'était terminé, il a compté dans son regard, il a dit non, c'est pas terminé. Il était vraiment pressé de partir. Et je peux vous dire qu'il est mort avec le sourire et que toute sa famille était à la fois triste, bien sûr, c'est un déchirement, moi y compris, on avait des larmes aux yeux. En même temps, il nous a regardé à tour de rôle avec le sourire. Ça, c'est une première chose. D'autre part, c'est un deuxième témoignage. J'ai une mère qui était en maison de retraite, qui était bien jusqu'à la dernière année de sa vie, et qui est morte à 93 ans. Mais pendant l'année qui a précédé, elle n'arrêtait pas de demander de l'aider à mourir. Voilà. Parce qu'elle dit, j'ai assez vécu, pourquoi je vis encore? Alors il y a deux choses. Vous parlez de la souffrance physique, on peut la soulager avec des traitements, c'est pas tout à fait vrai, mais en particulier en France, où les centres palliatifs, de soins palliatifs sont insuffisants. Donc c'est déjà un problème. Et en plus, toutes les souffrances ne peuvent pas être traitées, contrairement à ce que vous dites. Ça, je peux l'affirmer, je suis médecin. Voilà. Donc je peux déjà vous dire que c'est pas tout à fait vrai. Et il y a la souffrance morale, c'est quelque chose de grave. Je ne sais plus qui disait, les souffrances physiques, je m'en charge, les souffrances morales, j'en suis incapable. Et la souffrance morale, actuellement, elle n'est pas prise en compte. De toute façon, même en Suisse. Alors, moi, je me dis la chose suivante. Que vous ayez votre point de vue. Moi, je suis médecin, vous êtes infirmier. On a prêté le serment d'Hippocrate tous les deux. Et moi, je me dis que le rôle du médecin, d'abord Hippocrate a vécu il y a quelques milliers d'années et on a pu évoluer dans notre mentalité. Et moi je me dis que le rôle du médecin, c'est pas de faire survivre les gens à tout prix, je suis contre l'acharnement thérapeutique, tout comme vous d'ailleurs, mais de les aider à guérir quand on peut et à soulager leur souffrance quand on peut encore. Et si on ne peut plus soulager leur souffrance, les aider à ne plus souffrir. Et je pense que c'est pas comme ça une tendance sociologique en l'air. Je pense que c'est les personnes qui demandent cette liberté, c'est parce que se suicider sans aide, c'est sans doute très dur. Se jeter du haut de la tour Eiffel, ou se défenestrer, ou n'importe quoi, c'est quand même un acte violent. On parle de violence. La violence, elle n'est pas dans cette aide au suicide. Elle est dans le suicide lui-même. Ça, c'est très dur. Mais quand j'ai vu mon ami mourir avec tellement de sérénité, je dirais de joie, et de joie tranquille, je me dis que mourir d'une mort douce, entouré de sa famille, à la date qu'on a décidé où on peut préparer sa mort, ben, c'est pas si mal que ça. Que vous ayez vos convictions, je peux le comprendre. Mais il faut accepter que d'autres façons de voir les choses que la vôtre. Pour moi, la mort, c'est pas terrifiant. La mort fait partie de la vie. Et pourquoi attendre au prix de grandes souffrances que ce soit Dieu, si on y croit, qui décide de votre mort? Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et je comprends